bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité du week-end. Pour ce premier jour du printemps, on a décidé de vous parler d'amour et de la légende du Don Juan de Balagne. Alors je ne parle pas de vous, Olivier, mais de Don Miguel Magnara, qui est né au XVIIe siècle. Il aurait inspiré la légende. Ange ou démon, vous nous ferez le récit de la vie de ce séducteur. À suivre, puisqu'on parle d'amour, pourquoi ne pas dormir dans une cabane à 4 mètres du sol? C'est votre coup de cœur, Emmanuel? Tout à fait, on va découvrir tout à l'heure Est-ce que vous avez testé? Spécial, je ne peux pas vous le dire. Bon, surprise tout à l'heure. Alors, une autre légende, pourquoi le 21 mars ne fait pas le printemps? Eh bien, parce que les hirondelles non plus, et on va tout savoir, on va en tout cas en savoir un petit peu plus, puisque Marina reçoit une tonne de courriers pour savoir l'explication aujourd'hui. Et enfin, à 13h, on va faire un focus sur les applis de la CAPA qui facilitent l'accessibilité. Exemple, se baigner en toute autonomie lorsqu'on est malvoyant, eh bien c'est possible grâce au numérique. Alors, si vous avez envie de réagir et de découvrir comment ça fonctionne, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Emmanuel, vous releverez les réactions. Oui, tout à l'heure, en deuxième partie. Donc ce sera tout à l'heure. On a rendez-vous tout de suite avec l'histoire. C'est parti. Et on a rendez-vous avec Olivier Bianconi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On rappelle, vous êtes journaliste et historien. Vous êtes, je cite, fouineur d'anecdotes et passionné de l'histoire de votre île, alors au point d'en avoir fait votre marque de fabrique, Bianconi Schubert. Ça va démarrer dans quelques semaines, dans 2 semaines pour être exact. C'est ça. Et l'idée, c'est que vous faites des excursions historiques thématisées. C'est ça. Donc c'est une compagnie de guides que j'ai créée il y a 13 ans maintenant. Et donc il concerne la Haute-Corse principalement, bien qu'on travaille de temps en temps sur l'ensemble de l'île. Territoire, ouais. Et il y a différentes formules qui sont proposées pour découvrir la Corse. Donc à la journée, ça peut être des fois sur un séjour un peu plus long. Et ça peut être en monospace, ça peut être en 4x4, ça peut être rapide, tout simplement, sans que ce soit de la randonnée pour autant. Et en effet, c'est très précisément axé sur l'histoire de Corse. Et les donc, personnages qui ont les façonné personnages qui l'ont l'histoire. façonné, tout à fait. Alors, ils sont nombreux, les personnages réels ou imaginaires qui ont contribué à écrire la légende de notre île. Ulysse, Colomba, Napoléon, Christophe Colomb et aujourd'hui Don Juan. Alors, Don Juan serait Balanin. Alors, oui et non. Don Juan, c'est un mythe déjà, donc il est international. Tout le monde connaît un Don Juan dans son entourage. Chaque homme a une part de Don Juan en lui, certainement. Parlez pour vous. Moi, je commence à vieillir. Mais Don Juan, c'est vrai qu'on en parle en Balagne, dans le village notamment de Montemaggiore, depuis maintenant plusieurs siècles même. Et il s'attache en fait à une histoire qui n'est pas sans rappeler aussi celle d'un certain Christophe Colomb, qui lui serait peut-être originaire de Calvi, puisqu'en fait c'est un personnage qui a vécu à Séville, en l'occurrence, et pas, on le verra, dans le village de Montemaggiore. Alors, moitié ange, moitié démon. Pour comprendre d'où vient la légende, il faut commencer par ce que l'on sait. Alors, il a véritablement existé, ce Don Miguel. L'histoire, la légende, on va en parler, mais l'histoire s'attache à un personnage qui s'appelle Don Miguel Magnara, donc, qui est un personnage qui a vécu entre 1627 et, je dirais, 1679. C'est un personnage donc, qui est issu d'une famille noble de Séville, mais originaire de Corse. Alors, est-ce qu'il est né en Corse? Alors, il n'est pas né en Corse, il est né à Séville. Sa maman elle-même était née à Séville et ses parents donc, étaient établis déjà dans cette ville importante à cette époque-là. Et son père était natif de Calvi et originaire, attaché à une famille en tout cas, qui avait fait une fortune assez considérable, notamment au Pérou, à Lima, dans le négoce. Est-ce qu'il n'est jamais venu en Corse? Alors, la véritable histoire, malheureusement, indique qu'il ne serait jamais venu en Corse. C'était quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup voyager. Donc, il a vécu essentiellement à Séville et dans sa campagne. Qui, à l'occasion de quelques voyages d'affaires, s'est rendu à Madrid, mais rien de plus. Donc, il n'est jamais venu, mais c'est pas grave. Il est quand même corse. Sa situation familiale, donc, il a des frères et sœurs. Il est issu d'une famille riche, mais par la force des choses, il va devenir l'héritier.
C'est ça. Son père va beaucoup œuvrer pour que la famille ait un très bon établissement à Séville. Donc, il va acheter des charges importantes, des titres. Il va essayer de lier ses enfants aux meilleures familles de la région. Mais malheureusement, dans cette famille, il y a la moitié des enfants, en gros, qui vont disparaître. Il y a beaucoup de mortalité infantile ou dans les jeunes années. Et 2 de ses frères aînés, notamment, vont mourir assez jeunes, ce qui va faire de lui, finalement, le représentant un petit peu de la famille et l'héritier des charges et d'une bonne partie de la fortune familiale. Alors, il est plutôt sage. Il n'a pas une vie... Alors oui, l'histoire, paradoxalement, donne un personnage qui a une vie sans vague. En tout cas, autant pour certains aristocrates de Séville, on a trouvé dans les archives justement traces de quelques exactions, de quelques crimes commis. Pour Don Miguel, il semble que ce soit une vie assez linéaire, assez calme. Il se marie à une aristocrate donc à l'âge de 21 ans et il a 13 ans de mariage, d'un mariage où tout va bien. Il a pas de goût pour la guerre. Il n'a pas un goût a priori très prononcé pour les femmes, mis à part la sienne. Et il s'occupe essentiellement de gérer les affaires familiales, donc sa fortune et quelques responsabilités politiques, rien de plus. Ça dure 13 ans, jusque malheureusement au décès de son épouse. Assez tragique. Voilà, qui lui était chérie. C'est une femme qui a été atteinte d'une maladie foudroyante. Donc, à l'espace de quelques mois, elle s'éteint. Et ça va le jeter dans un profond désarroi avec ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de dépression, en quelque sorte. Il en parle d'ailleurs aux membres de sa famille à ce moment-là. Et ça va être une période très, très sombre pour lui. C'est la déprime, c'est la spirale infernale. C'est la déprime. Parce que jusque-là, il a une vie assez lisse. On comprend mal comment il a pu inspirer. À la différence de son père, qui avait fait une fortune considérable, qui était un aventurier, en quelque sorte, à l'image de ce qu'on a connu en Corse plus tard avec les Américains, justement, du Cap. Don Miguel a une vie assez rangée. Et c'est suite au décès de son épouse qu'il va y avoir un basculement. Première étape. Il va intégrer une confrérie. Parce qu'il ne sait pas quoi faire de tout cet argent et de sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a une révélation, certainement, dans la douleur, qui va l'amener à une conversion. Donc, changement de vie. Il décide de se consacrer, en effet, aux autres, pleinement. Et il intègre une confrérie, la confrérie de la Charité, qui est une confrérie assez modeste à ce moment-là, qui œuvre essentiellement dans le cadre de l'accompagnement, je dirais, du deuil et notamment des enterrements qui vont se faire sur des gens qui sont très pauvres, sur des anonymes aussi, ou sur des gens qui ont été condamnés à mort, tout simplement. Donc cette confrérie, en quelque sorte, accompagne justement les funérailles de ces personnes qui sont abandonnées de tous. Alors, très rapidement, il va devenir une espèce de saint vivant auprès des plus pauvres et des plus démunis. Et ça va énerver un petit peu la noblesse, parce que du coup, lui qui était finalement assez méconnu, va devenir très populaire. Alors, ça ne va pas forcément agacer la noblesse. Ça va en séduire beaucoup. Ça va évidemment susciter peut-être quelques curiosités, quelques jalousies même peut-être, comme tout un chacun qui entreprend. Mais en tout cas, ça va faire de lui un personnage éminemment populaire et auprès de toutes les classes sociales à travers la communauté de Sévillane. Donc c'est une véritable conversion qui fait de lui un entrepreneur. Là où l'homme était peut-être un peu lisse, il se réalise complètement avec en effet tout un tas de progrès qui vont être accomplis dans le cadre de cette confrérie dont il devient le chef et dont il va être élu le responsable en gros pendant une quinzaine d'années, chaque année successivement. Alors il va devenir à ce moment-là une sorte d'abbé Pierre, en quelque sorte de son temps, et un abbé Pierre qui est bâtisseur. Ça, c'est très important. Et faire de la confrérie aussi celle qui va porter un hôpital, l'hôpital de la Charité qu'il va réformer, qui va considérablement développer. Et il va donner donc à la population sévillane à ce moment-là un hôpital qui va servir à recevoir tous les miséreux et également les incurables, qui étaient souvent laissés pour compte. Et c'est ensuite qu'il va, j'allais dire, faire grossir la légende et basculer du côté un petit peu obscur. Mais maintenant qu'on vous a mis en haleine, suite au prochain épisode. Non, je rigole. On va juste prendre le temps de jouer pour gagner des cadeaux. Emmanuel. Tout à fait, nous allons gagner
très jolis cadeaux. Alors, on va rester dans la région, on va rester un petit peu dans les mythes. Alors, je vais du coup changer ma phrase et mettre un conditionnel pour vous poser cette question. Il serait né en 1436 à Calvi. Il fut découvreur du Nouveau Monde. Qui est ce célèbre explorateur? Ne dites rien. Si vous avez la réponse, vous appelez vite au 0800 3 x 0 900. À gagner aujourd'hui 2 places pour la représentation de la pièce Michel Collas, vendredi 31 mars à 20h30, offerte par notre partenaire l'Espace Diamant, et ainsi qu'un bon total d'une valeur de 50 € à valoir sur tout le réseau Total. Et puis, j'ai rajouté, parce que je suis super de bonne humeur aujourd'hui, une petite enceinte aux couleurs de France 3 Corse pour écouter la radio, désolé, ou la musique de votre smartphone, n'importe où, dans la maison. Voilà, 0800 3 x 0 900, qui était ce célèbre explorateur? Calvet. C'est une façon de contribuer à la journée internationale du bonheur, Emmanuel. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, contrairement à la légende, une autre légende cette fois, le 21 mars ne fait pas le printemps. Ah bah écoutez, non. Voilà. Même notre invité était surpris tout à l'heure. Aujourd'hui, 20 mars, nous sortons enfin de l'hiver. Car figurez-vous qu'aujourd'hui, à 11h28 très précisément, le soleil était exactement à la verticale de l'équateur, moment que l'on appelle l'équinoxe de printemps. Donc la région entre le pôle Nord et le cercle arctique commence une journée de 6 mois. Tandis que le pôle Sud plonge dans la nuit pour une durée équivalente. Vous iriez où, vous, Célia, là? La journée de 6 mois ou la nuit de 6 mois? Je sais pas, dormir 6 mois. À ce moment, ça peut être pas mal. Donc le phénomène, attention, le phénomène bien sûr inverse se produira au moment de l'équinoxe d'automne en septembre. Alors vous aussi, vous pensiez que c'était le 21 mars. Non, figurez-vous que le printemps tombe un 20 mars depuis 10 ans. Ah. Voilà, mais pourquoi? Ça fait 10 ans. Pourquoi? Eh bien parce que, j'ai envie de vous dire. C'est une bonne réponse. Donc l'hiver aura donc duré un jour de moins. Et même si la date du 21 mars est gravée dans l'imaginaire comme étant celle du retour des hirondelles, eh bien elles ne font pas le printemps et le 21 mars non plus. Il faudra attendre 2102. L'année 2102 pour qu'il tombe un 21 mars de nouveau. En 2044, rendez-vous donc. En 2044, il tombera même un 19 mars. Donc préparez-vous déjà. Oui, on va avoir 12 heures de nuit aujourd'hui et 12 heures de lumière. Enfin, en inverse, c'est vraiment ça qui symbolise le printemps, lorsque la nuit et le jour sont exactement de la même durée. C'est aussi le moment où le jour va commencer à durer plus longtemps dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Enfin, pour que la Terre fasse un tour complet du Soleil, il ne lui faut pas 365 jours, figurez-vous, mais 365 jours, 2422. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté un jour tous les 4 ans pour compenser et faire correspondre notre calendrier grégorien à la réalité astronomique. Alors préparez-vous parce que ce sera pareil pour l'automne qui cette année ne tombera pas le 21 septembre mais le 22. Le prochain automne, un 21, ce sera en 2092. Voilà. 2092. 2092. On prend rendez-vous. Ouais. Voilà. Ça n'a pas rendez-vous. 2102, 2044. Bon, ça c'est fait. Alors, le printemps, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et c'est pas demain. Voilà. Bon, très bien. Alors, un autre rendez-vous à prendre, alors un peu plus tôt, c'est ce soir. On va pas attendre. Sur Viastel, non? Ce soir sur Viastel, c'est Xavier Pierre-Lovisi. J'ai oublié le jingle. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai oublié qu'il y avait un petit jingle. Autant pour moi. Donc, Sport in Course, il y a ce soir à 20h35, c'est Xavier Pierre-Lovisi, donc en solo ce soir, qui nous propose du sporting, du handball, et surtout un focus sur le tennis de table. Le président de la Ligue Corse de tennis de table, Bernard Tramoine, sera invité de l'émission. Et puis, dans le Club des amateurs, qui est une rubrique récurrente dans ce magazine, fera un petit point sur la ferme équestre Équiloisirs, donc dans le centre Corse, avec comme invité Jennifer Pancradi. Donc 20h35, le rendez-vous de tous les sportifs. Et donc pas du ping-pong. J'ai dit tennis de table. Ouais, je pense que c'est plus adapté. Très bien. Voilà. Alors, on va poursuivre avec une idée de séjour insolite. Et ça, c'est votre idée, Emmanuel, dormir dans un arbre. Mais alors, bien installé dans une cabane, quand même. Ouais, quand même, on fait pas dans le roots. Enfin, pas tout à fait. Peut-être que c'est en projet. Moi, je vous propose de faire un petit tour du côté de Francard, à la rencontre de Martial Lacroix, qui est l'hôte, merci, que nous avons rencontré. On va à la Dodolée, là. Salut, Martial. Bonjour Manu. Ça va ? Ça va, fraîchement. Alors, c'est en pleine préparation de ta prochaine saison, là ? De ma saison. Alors, les gens de la montagne te connaissent en tant que guide de haute montagne, ex du PGHM, et on te retrouve là, à la Dodolée là. Raconte-nous un peu cette histoire. C'est une histoire de passion, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris ma pré-retraite du PGHM pour envisager de faire le guide.
d'emmener des gens dans la montagne corse que je connais un petit peu maintenant. Et puis bon, ben voilà, j'ai eu quelques changements de scénario. Quelqu'un m'a dit, tu n'as qu'à faire chambre d'hôte. Tu fais dormir les gens, tu leur fais le café, et puis voilà. Donc j'ai modifié la maison pour pouvoir aménager 2 chambres, les 2 premières qui sont là. Et par chance, ça a marché tout de suite. Les gens, j'ai eu tout de suite une clientèle de montagnards un petit peu. Voilà. Moi, 90% de ma clientèle est une clientèle de randonneurs. De petits randonneurs, ouais, pas de GR20istes, de petits randonneurs. Et voilà, puis ensuite, ben, j'ai plus trop envie de... Je fais le guide quelquefois, mais très rarement maintenant, finalement. Ouais. On a surfé un peu sur la vague des cabanes. Et donc, il y a 6 ans, nous avons, avec ma compagne, nous avons eu le projet de faire une cabane. Alors, c'est une histoire, c'est une belle histoire. Hein. J'avais commencé par mettre 4 poteaux. Après, j'ai continué, j'en ai mis 2 de plus, 6, mais ma terrasse bougeait toujours. Et finalement, donc, j'ai fait appel à un ami vosgien qui m'a aidé pour finir la construction. Heureusement qu'il est venu, parce que sinon, je pense que la cabane serait tombée. Tu nous la montres? Je vous la montre. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, viens, Kaline. Allez, Kaline, Allez, viens. t'arrêtes ton bazar? Allez, viens, Kaline. Tu arrêtes un peu? Allez, viens. Là, tu as un jacuzzi. Ah, Voilà, qui est uniquement sur réservation, où on peut servir les gens un petit verre de champagne ou quelque chose comme ça. Voilà. c'est propice au romantisme, Ouais, tout ça. ouais, surtout la cabane d'ailleurs. Ouais. Thinking backwards, thinking forward, either way, not much to say. Selection's quite a way to deal with this mess. Voilà. Ah oui, sympa. Ouais. On a mis un peu de chauffage, hein, parce que... Cette circonstance. Donc, une jolie terrasse. Alors une jolie terrasse où on sert les petits déjeuners. Comment tu vois la montagne dans les 20 prochaines années en Corse? Tout d'abord, j'ai un regard bienveillant parce que on n'est pas beaucoup à croire en la montagne hivernale en Corse. Moi, j'en fais partie. Cette année, l'hiver nous a montré qu'il pouvait revenir dans des conditions tout à fait importantes et enfin, en tout cas, suffisantes pour pratiquer le ski, pour pratiquer la raquette et voilà, pour avoir une espèce d'économie hivernale. D'ailleurs, j'ai des demandes de personnes qui résident en Corse et qui veulent aller à la station d'Asco et qui me demandent si nous sommes ouverts. Il y a des projets, Martial, pour la Dodolela, par exemple? Je ferais bien une autre cabane sommaire, Super bio. super bio, super écolo. Voilà, mais avec tout ce que cela comporte. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'électricité. Ouais, ce sera plus simple à faire pour toi, là. Ouais, c'est peut-être pour ça que je vais la faire. C'est peut-être pour ça que je vais la C'est faire. quelque chose qui t'intéresse, tout ça? Et oui, puis en plus, moi je suis un peu, voilà, je suis très près de la nature. Et puis, j'ai une demande de gens qui voudraient aller vraiment dans une vraie cabane. Alors, Revenir un peu aux sources, quoi. revenir un peu aux sources. Alors, pourquoi ne pas imaginer un accès par une échelle de corde, etc. Mais bon, ce qui va nous enlever une certaine partie clientèle, mais qui va nous en donner une autre. Ouais, ça sera peut-être le projet de cette prochaine année, ouais. Now was it low? Alors un lieu propice pour les amoureux, Emmanuel. Oui, mais je n'y ai pas dormi, Célia, pour répondre à votre question. Vous On était là pour anticipez. travailler. Ah bon, hein. d'accord. Pas Ça aurait plu, par contre, au Don Juan, oui. peut-être au Don Juan de Balagne, puisqu'on rappelle donc Don Miguel Magnard, si je l'ai Magnard, hein. bien prononcé, qui aurait inspiré le mythe de Don Juan. On essaye de rétablir un peu la vérité, hein. On démêle le vrai du faux. Alors on en était à une vie très pieuse, il intègre une confrérie suite au décès tragique de sa femme, il vient en aide aux plus démunis et vers la fin de sa vie, il va devenir extrémiste, j'allais dire. Alors, pas extrémiste. Mais non, mais c'est vrai, il voue un culte à la repentance. Disons, voilà, il va pousser la repentance jusqu'à l'extrême et il va réduire sa vie vraiment à quelque chose de misérable. Il devient auteur de talent, d'ailleurs, et un grand mystique, relativement morbide, hein, par son goût, notamment pour les arts, ses écrits, etc. Et la repentance devient quelque chose d'obsessionnel pour Ça lui. devient louche. C'est À trop tel, pour être point, vrai. à tel point que ça en devient un peu louche, pas pour tous, bien entendu, hein, parce qu'il
imaginer qu'il va mourir, cet homme en odeur de sainteté, on en fera un vénérable. Donc son procès est toujours ouvert en canonisation. Mais il avait poussé les choses. Alors là, c'est sa plaque funéraire, justement, qui se trouve à l'entrée d'une église superbe qu'il a fait construire bâtir. d'ailleurs sur ses deniers. Et Parce que l'idée, c'était que toutes les personnes qui rentrent puisse fouler du pied cet homme qui est le pire homme qu'il fut sur Terre, carrément. Hein. Donc on va jusque-là. Il raconte d'ailleurs que pendant plus de 30 années de vie, il a commis plus de 1000 péchés et abominations, et entre autres aussi l'orgueil et l'adultère. Donc ce qui prouverait a priori qu'avec sa femme, ce ne soit pas aussi lisse que ce que l'on pensait. Alors, est-ce qu'il extrapole ou pas? On peut aussi le penser. Parce qu'il pousse vraiment, c'est une flagellation en quelque sorte, hein, qu'il va pousser jusqu'à sa mort, et qui fait de lui, néanmoins, un personnage qui va susciter beaucoup d'interrogations, et qui va certainement inspirer des auteurs hein, que l'on connaît, et puis jusqu'à... Est-ce qu'il aurait inspiré le vrai Don Juan? Alors le vrai Don Juan, c'est pas possible, parce qu'a priori, le vrai Don Juan est inspiré d'une pièce de théâtre, hein, Tirso de Molina, donc qui avait été écrite avant sa naissance, qui au moment où il est enfant aurait pu encore être jouée, mais bon, ça ne colle pas, c'est pas possible. En revanche, il a inspiré un des Don Juan, parce que Don Juan c'est un mythe international en effet. Et il y a un auteur, Mérimée, qui va se pencher sur le personnage de Don Miguel Maniara et qui va mélanger finalement les genres. Il va prendre sa vie réelle, il va prendre le mythe de Don Juan, il va faire une sorte de mélange et il va sortir une nouvelle, Les âmes du purgatoire, en 1834, qui va probablement nourrir la légende d'un Don Juan corse, cette fois-ci. Donc la légende noire. La légende noire, voilà, de Don Juan et de ce Don Miguel qui aurait du coup inspiré le mythe de Don Juan. Donc on remet les choses un petit peu à l'envers. Donc là c'est l'horreur, hein, vie dissolue. Alors là par contre, voilà, si l'origine de la personne est globalement la même, on a une vie complètement dissolue à partir de 14 ans où il aurait découvert la fameuse pièce hein, de Molina, qui l'aurait inspiré, qui l'aurait amené à avoir une vie de débauché et une vie de défi. Un défi personnel, donc une quête, un défi vis-à-vis des mœurs de son époque, en plus dans une Espagne très catholique, hein, comme ça, et puis un défi vis-à-vis de Dieu aussi, hein, de Dieu lui-même. Et du coup, il a même séduit, il aurait séduit la maîtresse du pape. Donc là, on raconte des aventures qui sont incroyables. On l'emmène voyager dans l'Europe entière. Il fait la guerre en Flandre. Il assassine en Espagne les maris de ses maîtresses. On le retrouve courtisant la maîtresse du pape, puis celle de l'empereur en Allemagne, etc. Bref, une vie complètement dissolue qui serait faite en plus de l'âge de 14 ans à l'âge de 21 ans, donc avant son mariage. Alors, on va marquer une petite pause, Olivier, pour parler, alors pas des hirondelles et donc pas du soleil, hein, parce qu'il ne fait pas super beau. Et on découvrira ensuite s'il est venu et ce qu'il a fait en Corse. Mais tout de suite, c'est le récap météo d'Emmanuel. Eh bien, il n'aura échappé à personne que le ciel est très couvert, c'est généralisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas. Marina dit que c'est typique du printemps, on va la croire. Hein. Ouais, ouais. Donc, mer de nuages sur la Corse. Seuls les sommets gardent la tête hors des nuages. Donc, en fait, restez pas en ville, mais prenez de la hauteur, hein, finalement. C'est le seul moyen d'être au-dessus, par exemple. Le ciel sera donc très bas, très couvert. Quelques gouttes possibles, mais bon, vraiment très anecdotique. Les températures sont stationnaires, comprises entre 16 et 20 degrés. Localement, 14 à 15 dans l'intérieur. Regardez, on a un beau 17 à Ajaccio et un 19 à Corté. Donc voilà, c'est sûrement la couverture nuageuse qui fait que... Voilà, bref. D'accord. Sinon... Petite idée qui n'a rien à voir avec le temps, mais juste une petite info sur laquelle je voulais insister. Quoi. Oui, voilà, la municipalité de Piane, en partenariat avec l'association Scobre et de Marignane, propose des ateliers théâtre et échecs à la salle polyvalente de Piane. Donc ces ateliers vont débuter à partir de mercredi. Ce sera le mercredi après-midi tous les 15 jours, donc théâtre de 14 à 16 et échecs de 16 à 18 heures, ouvert à tous, à tous les niveaux. Donc inscription sur place et renseignements au numéro qui va s'afficher 04 95 21 19 70. Je trouve que c'est bien de mettre un peu en lumière ce qui se passe dans le rural. Voilà. Et tout le travail qui est effectué par ces associations. Alors, quelqu'un qui aime bien le théâtre, c'est Charles. Charles. Alors, on va vérifier, bonjour Charles, qu'il a bien la réponse à votre question. Comment ça va, Charles? Ça va, merci.
Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse, Charles? Je sais pas. Allez-y, on vous écoute. Je pensais à Christophe Colomb. Eh ben voilà, bravo. Bravo, Voilà, bravo très Charles. bien. Félicitations. Donc, Il vous pourrez avait aller donné au la théâtre. réponse dans son intro, hein, Olivier. Je ne sais pas s'il était de mèche avec vous, mais... Donc, vous gagnez 2 places de théâtre, un bon total d'une valeur de 50 € et cette petite enceinte portative. Voilà, merci beaucoup, Charles. C'est super, On vous- merci. À bientôt, Merci, bonne Charles. journée. Au revoir. Alors, qui était véritablement ce fameux Don Juan de Balagne? Qu'a-t-il fait pour mériter ce mythe de séducteur terrible? Alors voilà, après Qu'aurait-il toutes fait ces aventures donc fantasmées à travers l'Europe, on lui ajoute une aventure à Montemaggiore. C'est quand même Le extraordinaire. summum. C'est-à-dire que, au courant du fait qu'il est originaire naturellement, par sa mère notamment, de la maison actuelle Colonna d'Anfriani de Montemaggiore, Don Miguel Magnard aurait décidé de quitter Séville pour découvrir donc son village, sa maison, mais aussi et surtout une demi-sœur que son père, en voyage d'affaires à Calvi, aurait Aurait eu, laissé, ouais. voilà, avec une maîtresse. Hein, Et donc, il lui de la passage. faut, celle-là aussi. Alors, il lui la faut, Il est celle-là terrible. aussi, exactement. C'est-à-dire que là, on va dans les outrages les plus extrêmes, on pousse et on défie Dieu, clairement. Hein. Donc, c'est assez intéressant, cette légende au niveau psychologique, puisque on pousse jusqu'à ses extrémités. Il arrive à Montemaggiore et il se présente comme un gentilhomme, un grand d'Espagne, sans parler évidemment de sa parenté avec son oncle qu'il rencontre. Sinon, c'est pas drôle. Et il On a 10 entreprend- secondes. Hein. Voilà, C'est bon. il entreprend rapidement de séduire sa sœur. Et quelques semaines plus tard, les deux amants se retrouvent nus dans la chambre. Et au moment où la jeune femme est bien prête à se livrer, il lui annonce qu'il est son frère. Et celle-ci le repousse. Et s'ensuit un duel avec son oncle, dans lequel il prendra la fuite vers Calvi Et il vers laissera Séville. sa demi-sœur. À demi-vierge. Ah, il était très comme fort. Comme dit la légende. Alors, elle se poursuit tous les soirs au village de Montemaggiore, Oh surtout oui. l'été avec les villageois. On vous donne rendez-vous bientôt pour une autre légende. Olivier, en tout cas, merci d'être venu nous raconter celle-ci. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes, Emmanuel, pour parler des applications de la CAPA. Ce sera juste après le journal qui est présenté par Céla Ross. Merci. Et je vais juste saluer André, mon fils de 6 oui, ans. André. Un bisou. Au passage. Bisous, Un André. prénom qu'on aime bien, nous.